Bonsoir, je suis le détective et je suis heureux de vous accueillir pour cette première enquête. Au cours de celle-ci, je vous propose une plongée dans les eaux troubles du cinéma de Tony Scott. L'affaire de ce soir concerne un individu en colère, Man on Fire. Commençons par un peu d'histoire. L'objet du délit est à la base un roman d'un certain A.G. Quinol, le nom d'emprunt de l'auteur Philip Nicholson. Il constitue le premier volet d'une série mettant en scène Crazy, un ancien de la Légion étrangère reconverti dans la protection rapprochée, errant tel un ronin sans maître au travers de l'Europe. Publié en 1980, le roman se déroule à Rome et raconte comment cet ex-mercenaire, désabusé et alcoolique, est engagé par une famille fortunée pour être le garde du corps de leur fille. Dans un premier temps exaspéré par la gamine qui s'avère être bavarde, curieuse et précocement intelligente, il finit par se laisser amadouer. Il retrouvera goût à la vie, lâchera la bouteille et deviendra même un père de substitution puisque, comme de bien entendu, les fortunés parents brillent par leur absence. Hélas, Pinta, c'est le nom de la petite, est victime d'un kidnapping au cours duquel Crazy est grièvement blessée. Puis elle est assassinée. Furieux, notre homme se lancera alors dans une vendetta sanglante dans le milieu de la mafia. La mafia. Corleone. Associé dès les années 80 au projet d'adaptation de ce roman à succès, Tony Scott s'en détournera pour commettre Top Gun. Grand bien lui en face, mais le roman connaîtra donc une première version filmique en 1987, réalisée par Eli Chouraki. Je ne reviendrai volontairement pas sur ce premier opus, mettant en scène Scott Glenn, puisque Tony Scott avoue lui-même n'en avoir regardé que le début et ne plus s'y être intéressé. En effet, Man on Fire n'est pas un remake, c'est une adaptation nuance. Et d'adaptation, il en est question, mes braves. Tourné plus de 20 ans après la publication de son matériau de base, le film doit prendre en compte plusieurs choses. Le contexte criminel en Italie a changé, les enlèvements n'y sont plus légion, alors que c'était le cas dans les années 80. De même, la notion d'une Italie dangereuse et corrompue, bien que cela reste sulfureux, est sacrément atténuée depuis la fin des fameuses années de plomb. Années de plomb dont le climat était la vraie toile de fond du livre et du film de Chouraki. Alors qu'est-ce qu'on fait lorsque l'on souhaite adapter en 2004 une histoire ancrée dans les années 80 ? 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Mais enfin c'est quoi un gigawatt? 3 possibilités. Passer outre et faire le film comme si rien n'avait changé depuis 20 ans, faire un film d'époque, transposé, avec ce que cela comporte de modifications et de petites trahisons. Tony Scott choisit la 3e voie. L'action aura lieu à Mexico, ville dans laquelle le kidnapping est un véritable fonds de commerce et dont la criminalité endémique est bien ancrée dans la culture générale et contemporaine du film. Le film sort en 2004 et malgré un succès relatif au box-office, reçoit un accueil critique mitigé. N'en jetez plus, on a compris. Alors, le crime fut-il si odieux ? Vaste question qui va guider notre investigation, que je souhaite axer sur les 3 indices suivants. Le montage et la mise en image, la symbolique, l'histoire en elle-même. À ce stade, je dois vous prévenir que nous allons parcourir le film et que si vous ne l'avez pas vu, le résumé va comporter quelques bons gros spoilers. Le principal vous sera signalé par un compte à rebours et un timecode afin de ne pas vous pourrir la fin du film et vous aurez donc la possibilité de sauter la partie concernée. Le film s'ouvre sur une séquence qui plante le décor. Un jeune homme se fait enlever dans les rues de Mexico et les ravisseurs exigent une rançon que le père va se charger de livrer. La victime, oreille découpée, est rendue à la famille. Tony Scott nous indique immédiatement quel va être le sujet du film et le traitement qu'il choisit d'en faire. Image saccadée et typique d'une pellicule passée au développement croisé. Couleurs chadirées, saturation élevée et grains marqués. L'ensemble procure une sensation de mal-être et de malaise qui plonge le spectateur directement dans le bain. Nous découvrons ensuite Samuel Ramos et son avocat Jordan Kalfus en train d'évoquer la possibilité d'engager un garde du corps pour la protection de la fille de Samuel. Celui-ci hésite et nous comprenons qu'il est sous la pression de sa femme. Pendant le repas, il joue avec son alliance, trop grande pour lui, ainsi qu'un rond de serviette formant une alliance encore plus grande. Samuel Ramos est donc un mari à problème qui ne remplit pas le costume. Le film peut alors introduire le personnage, John Crazy, lors de son arrivée à Mexico.
Ce sera l'une des dernières fois dans la première partie du film que Tony Scott nous inflige des images chaotiques et un montage inquiétant. Au début du film, le personnage procède de la même violence que celle qui nous a été montrée en introduction. Il fait partie intégrante de ce monde barbare. L'arrivée de Crazy est jalonnée de 2 indices que je vous invite à noter. Une image fantomatique de lui-même rasé, alors qu'il porte la barbe au début du film, et un volcan qu'il regarde par la fenêtre de son taxi, volcan manifestement endormi. Crazy retrouve alors Rayburn, un vieil ami dont on comprend qu'ils ont travaillé ensemble à la CIA. Ce dernier se propose de lui trouver un travail à Mexico, malgré les réticences du personnage principal qui est rongé par la culpabilité et peu enclin à se fixer quelque part. Le job consistera à devenir le garde du corps de la fille de Samuel Ramos qui, n'ayant pas les moyens d'engager un professionnel au prix fort, prendra donc le risque d'embaucher un alcoolique dépressif au rabais. Après tout, il s'agit surtout de faire plaisir à son épouse. Notez au passage l'image de 2 mondes qui coexistent dans Mexico. De ce côté-ci, de la haie d'arbres, la maison luxueuse, les grosses voitures, l'opulence. De l'autre côté, dans une lumière mordorée de crépuscule et la poussière, la masse laborieuse au travail. Toute la première partie du film va se dérouler au sein de la moitié chanceuse de ce monde et nous montrera de temps à autre des barrières symboliques ou physiques qui tiennent à distance la classe populaire, voire interlope. Le côté sombre de Crazy va faire de la résistance. Ne trouvant pas sa place à proximité d'une gamine pleine de vie et auprès d'êtres humains en apparence équilibrés, il ira jusqu'à tenter de se tirer une balle dans la tête un soir de beuverie. Mais le coup ne part pas. Hébété, sous une averse baptismale, il prendra cet accident pour un signe qui l'invite à reprendre sa place parmi les vivants. Dont acte. Fort de cette nouvelle conviction, il s'attache alors à Pita, la gamine dont il a la charge, notamment en décidant de l'aider pendant son entraînement de natation. Mais l'objet du film nous a clairement été annoncé. Dès lors, chaque passage sous l'eau s'apparente à une plongée dans un monde déformé et inquiétant, que Scott prend un malin plaisir à faire durer. Si quelqu'un doit se faire enlever, c'est Pita. Et si cela doit arriver, ça sera lorsqu'elle est séparée de Crazy. Chaque passage de l'autre côté de la surface est donc un passage en zone dangereuse. Cette zone, qui a été clairement délimitée depuis le début du film. Opulence, confort, lumière d'un côté, pauvreté, dangers et ténèbres de l'autre côté. Ces plans sous-marins atteignent leur paroxysme lors de la compétition qui voit Pita gagner. Ça sera le plus long passage de la caméra sous l'eau, enchaînant sur la scène la plus heureuse du film, où chacun trouve son bonheur. Rayburn a sauvé son copain de ses pulsions autodestructrices, Pita a apprivoisé son ours de garde du corps et a trouvé un père de substitution en lui, le sien brillant par son absence, et Crazy s'est trouvé un but dans la vie. Nous sommes à la moitié du film, nous savons ce qui est sur le point de se produire. L'enlèvement survient à l'issue d'une leçon de piano, le garde du corps étant piégé par des policiers corrompus. Le film marque une rupture en malmenant à nouveau la pellicule. Nous entrons dans la tête de Crazy, d'abord par un plan zénital illustrant les réflexes de l'ancien militaire. Le champ de bataille est cerné, les ennemis positionnés. Puis la guerre éclate, et la réalité se brise en fragments épars, elle ne peut plus être captée que partiellement. Coups de feu, hurlements de pneus, impact, et finalement l'enlèvement, tandis que Crazy, blessé à mort, s'effondre. Nous plongeons alors dans le noir et la deuxième partie du film commence. Inaugurée par une destruction des barrières qui séparaient le confortable train de vie de la famille Ramos et la dure réalité de la rue mexicaine. La police envahit la maison luxueuse pour y positionner son QG, et le père est propulsé sur ordre du ravisseur dans les bas-fonds mexicains. Au moment de l'échange de rançon, quelque chose tourne mal, une fusillade éclate, ce qui scellera le sort de la fille, elle est tuée. À ce moment du film, le mystérieux commanditaire se trouve sous un parapluie protégé d'une averse, alors que l'eau, symbole du danger, baigne le monde, lui se trouve à l'abri. Crazy sort de convalescence et apprend le décès de Pita. Refusant les soins, refusant la fuite, il décide de se lancer dans une vengeance qui sera ponctuée de baignades dans la piscine de Pita, rejoignant symboliquement sous la surface celle qu'il n'a pas pu retenir du côté des vivants. Au cours de cette moitié de film, le personnage de Rayburn disparaîtra pour être relayé par Manzano et Mariana, un policier intègre et une journaliste idéaliste, tous deux mexicains, qui seront les alliés de Crazy dans une croisade contre le milieu interlope de Mexico. Croisade qui l'amènera à couper des doigts, flinguer des gens, les faire exploser à coups de bazooka, puis même de suppositoires explosifs. C'est le retour de l'image sale et saturée qui accompagne la violence du propos. Crazy redescend dans les limbes et jusqu'en enfer. Son enquête, comme un jeu vidéo, comprendra 4 niveaux de plus en plus proches du boss final, chacun comprenant son lot de révélations. Parmi celles-ci,
On apprendra notamment que l'enlèvement de Pita était en fait une arnaque aux assurances montée par Samuel et son avocat qui avaient prévu de se partager la rançon versée par les dites assurances. Or, ils se sont fait doubler par des policiers corrompus, eux-mêmes ignorant tout de la combine et à l'origine de l'échec de la remise de rançon. Crazy remettra avec ironie au père de Pita la balle qu'il avait tenté de se tirer dans la tête, lui proposant d'essayer à son tour pour voir si celle-ci partirait pour lui. Ce sera le cas. Mais la surprise la plus grande aura lieu à la fin du film. Alors qu'il détient le frère de Lavos, chef du gang des ravisseurs, Crazy apprend que Pita est encore en vie et se voit proposer de se sacrifier pour la sauver. Il accepte et au cours de l'échange, nous retrouvons la scène fantomatique du début du film. Crazy observe le même volcan qu'à son arrivée à Mexico, qui est nimbé de fumée. On comprend que l'éruption est passée et le volcan se rendort tandis que Crazy meurt de ses blessures dans la voiture qui l'amène à Lavos. Dans un court passage qui prend place en début du générique de fin, on apprend que Manzano retrouve la trace du chef de gang et lui règle son compte. Il est liquidé dans sa piscine, traversant à son tour la surface fatidique de l'eau. Alors, qu'avons-nous appris de cette enquête ? Pour classique qu'elle soit, l'histoire de rédemption-humanisation du tueur au cœur tendre sur fond de vengeance n'en demeure pas moins casse-gueule et trimballe derrière elle d'inévitables références. Des plus mythiques, comme Léon ou 100 $ pour un shérif, aux plus dispensables, comme le premier Punisher. Tony Scott fait le choix d'une construction très systématique et qui va lui permettre de poser les jalons symboliques forts, mais pas nécessairement ceux que le grand public ou les critiques auront relevés. Comme nous l'avons vu, le film se divise en deux parties à peu près égales. Dans la première, le personnage remonte la pente grâce à Pita et quitte les limbes pour revenir dans le monde des vivants. Survient l'enlèvement, à l'issue duquel il est laissé pour mort, puis le meurtre. Commence alors la deuxième partie, la vengeance, qui s'apparente à un retour au monde des morts. Le point de départ et d'arrivée est le même, le volcan, qui est entré en éruption pendant le film, puis qui se rendort, symbolisant le parcours de John Crazy. Scott a également choisi de réutiliser un élément présent dans le livre, la chanson Blue Bayou, qui est une version très américaine et nostalgique de la recherche du paradis perdu. La première partie du film est ponctuée d'extraits de cette ballade, une complainte sur un pays rêvé dans lequel la chanteuse veut revenir. Ce paradis, c'est un monde dans lequel Crazy n'aurait pas à vivre avec le poids de ses péchés. Au final, il y parviendra de la seule façon possible. On peut certes être légitimement agacé aujourd'hui par l'invasion des montages épileptiques et nauséeux dans le cinéma en général. Mais le fait de considérer Tony Scott comme le père de cette mode est à la fois pas tout à fait faux en général, mais aussi surtout injuste et inadapté à ce film. Le plateau de Man on Fire ressemblait à un peloton d'exécution dans lequel les armes auraient été remplacées par une flopée de caméras. Non seulement elle permettait de couvrir tous les angles, mais elle couvrait aussi une grande variété d'images elles-mêmes. Puisque Scott est allé chercher une quantité invraisemblable de matériel différent, chaque scène étant tournée simultanément par 3 à 9 caméras pour une même prise, dont notamment une caméra à manivelle de 1910. Cette obsession de la variété reflète l'approche artistique de Scott, ancien sculpteur, qui cherche à amasser le maximum de matières premières, afin de façonner par la suite un objet unique, dont il sait qu'il aura examiné le plus d'angles d'approche possible. Si l'image devient parfois crasseuse, cela n'a rien de gratuit, et il s'agit encore moins d'un effet de mode, surtout à l'époque. Toujours au service de la narration, le montage et le traitement des couleurs participent d'une symbolique, au même titre que les éléments de décor, la musique ou les accessoires. On notera par exemple la tranquillité de la caméra dans la première partie du film, qui fonctionne comme un miroir de la fureur et de la frénésie de la deuxième partie. Et en parlant de miroir, les nombreux jeux de reflets constituent une mise en abîme de la technique de Tony Scott, qui joue des surfaces réfléchissantes pour capter des champs et contre-champs sans déplacer la caméra, de même qu'il capte plusieurs angles d'une même prise grâce à leur usage. Presque récréatif, Tony Scott tire un usage scénique des sous-titres, inspiré par les films asiatiques et dont le réalisateur se sert pour appuyer un propos, une phrase, un mot, au prétexte de traduction du mexicain vers l'anglais. Man on Fire est donc, entre autres choses, un remarquable laboratoire d'images qui a été travaillé par son réalisateur comme un objet pictural, une peinture ou une sculpture façonnée à l'aide de la palette la plus large possible d'outils et de couleurs. La dimension temporelle, cette quatrième dimension que le cinéma permet d'explorer et déformer à foison, est également soumise au pinceau de Tony Scott. Et il prend un malin plaisir à dilater et contracter le temps, allant même jusqu'à imprimer certaines pellicules à contresens pour différentes prises d'une même scène, illustrant littéralement le désir des personnages de revenir en arrière dans certaines situations. Lorsque j'ai dit qu'il n'était pas tout à fait faux de considérer Tony Scott comme le père de la mode des montages épileptiques répandus aujourd'hui, je veux dire que ma conviction profonde est qu'il a introduit au cinéma une grammaire visuelle dont il avait une remarquable maîtrise,
mais que celle-ci a été pillée par d'autres qui la réutilisent à mauvais escient. Vous l'aurez compris, je suis un fan de Tony Scott, et il ne servirait à rien de s'en cacher. Cela ne m'empêche pas de voir certaines faiblesses du film. Certaines ficelles symboliques sont parfois un peu trop grosses, comme cette image où Crazy pose sa bouteille de Jack Daniels pour s'emparer d'une Bible. Quant au fait que l'histoire soit celle d'un Afro-Américain qui va sauver une blanche des griffes de vilains mexicanos, je n'ai pas besoin de m'étendre sur cette faiblesse. Le film en a lui-même conscience et tente, certes parfois de façon maladroite, de la contrebalancer par les personnages de Manzano et Mariana, des alliés dont le rôle reste suffisamment anecdotique pour que pèse sur eux le soupçon de n'être que des faire-valoir locaux. Et encore, Manzano est interprété par un Italien. Ok. Malgré cela, je considère Man on Fire comme un bon film, et sans doute l'un des meilleurs de son réalisateur. Tony Scott a su transformer une faiblesse en force en tirant parti du côté dépassé du roman pour aller situer son action à Mexico et y puiser une inspiration qui rafraîchit et renouvelle le contenu de l'histoire. J'ai aussi l'intime conviction qu'un jour on regardera le travail de Scott comme on regarde aujourd'hui les peintres impressionnistes. En jouant avec l'image et en la déformant parfois jusqu'aux limites de l'abstraction, il traduit sur la pellicule des sensations viscérales, toujours à propos et au service de son histoire. Celle-ci n'oublie pas d'assumer son côté basique et parfois amoral, ne se prenant pas au sérieux. J'en veux pour preuve les punchlines débitées au premier degré par Denzel Washington, telles que « le pardon, ça se passe entre eux et Dieu », moi je me charge de faire la présentation, ou l'hilarante séquence du suppositoire au C4. Ce n'est pas pour rien que Quentin Tarantino adorait ce film d'ailleurs. Mais le plus dur reste à faire. Car au travers de cette enquête, j'espère avoir mis au jour des aspects et des indices qui avaient pu vous échapper, si vous avez vu le film. Et si vous ne l'avez pas encore vu, peut-être que je vous ai donné l'envie de le découvrir. Alors il vous reste quelque chose de très important à accomplir, c'est de vous faire votre propre idée. C'est la fin de cette première enquête, je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous l'avez liké, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans ce sens-là. Si ça ne vous a pas plu, vous avez le droit de mettre un petit pouce dans ce sens-là aussi. Si vous avez envie d'en voir d'autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et évidemment à commenter. Je tiens aussi à remercier Max et Will qui ont été de précieux atouts pour le tournage de cette vidéo et je vous dis à très bientôt.